si long. Les Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes donc lundi 1er février. Ravi de vous retrouver. Je vous remercie pour toutes les questions, les échanges, les messages, comme de bien entendu. Bien, la situation est grave. On emprunte 1 milliard par jour. On a une récession à 8,3%. Je vous explique, en 2003, nous avions 63% de dette par rapport au PIB, au produit intérieur brut, comme l'Allemagne. Et la France, maintenant, avec cette crise sanitaire, va arriver à 120% d'endettement, alors que les Allemands, eux, montent à 75%. Voilà. Nous avons 266 milliards de dettes Covid. Voilà. Tout cela pour avoir le même résultat qu'en Suède, qui n'a pas confiné. Et quand on voit, on s'aperçoit que ce confinement ne marche pas, puisqu'en fin de compte, dès qu'on arrête, il faut le reprendre. Hein. Je vais y revenir plus précisément. 72% des Français, des moutons, sont prêts à respecter un nouveau confinement. Voilà. Hein. Je rappellerai que, d'après l'INSEE, il y a eu moins de morts en 2020, moins de personnes mortes de moins de 65 ans qu'en 2019. Voilà, hein, ce qui prouve bien, si vous voulez, que, on l'a toujours dit, on a 90 ou 95% des victimes, ce sont des personnes âgées, qui ont des pathologies différentes, spécifiques, etc. etc., etc. Hein. Voilà. Donc, on confine des gens en bonne santé. Voilà. Hein. Bon. Alors, je vais venir sur quelque chose de très important, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Il y a une étude qui est sortie, publiée le 5 janvier, hein, signée par un grand épidémiologiste à Stanford. L'université de Stanford, c'est quelque chose quand même de très très important. Hein. Le confinement n'est pas d'une plus grande utilité que les gestes barrières. Voilà. Donc, c'était annoncé. Hein. Nous, le Conseil de défense s'était réuni vendredi dernier hein, pour décider d'une restriction supplémentaire. Mais en fin de compte, le journal Les Échos avait rendu compte d'une étude publiée par l'European Journal of Clinical Investigation, une revue scientifique qui critique sévèrement l'impact du confinement. Simplement, personne dans les médias ne vous le dise. Voilà. Hein. Signé du professeur et épidémiologiste John Ioannidis, l'étude souligne, c'est le numéro 1 mondial, l'étude souligne que le confinement et la fermeture des lieux culturels, bars et restaurants n'a été d'aucune utilité. Il n'aurait pas eu d'impact sur le nombre des cas de contamination, et c'est même tout à fait l'inverse. L'effet escompté par le confinement n'est pas là, selon cette étude, comme le révèlent les chiffres analysés par l'équipe donc, de John Ioannidis. Voilà. Hein. Donc, ils ont mis en place un protocole, cette équipe de scientifiques, voilà, parmi les 10 pays analysés par l'équipe, la France. Les scientifiques ont mis le nombre de contaminations dans l'Hexagone à partir du moment où le confinement a été déclaré et les entreprises fermées, en face de celles de pays où le confinement n'a pas été prononcé, comme en Suède ou en Corée du Sud. Le résultat est sans appel, l'effet des mesures restrictives n'a pratiquement pas apporté davantage en termes de communication. Je dirais même plus, c'est pas en étant à l'extérieur que vous vous contaminez, c'est en restant bloqué à l'intérieur et c'est dans la cellule familiale. Voilà. Hein. En revanche, ce qui est certain, c'est que le confinement coûte très cher à l'économie. Selon Capital, qui se fait l'écho de l'AFP, un confinement d'1 mois amputerait le produit intérieur brut d'environ 1 point. Ce serait 20 milliards que la France perdrait en l'espace de 4 semaines de restrictions strictes, avec la fermeture des entreprises. Voilà. Hein. Alors expliquez-moi, par contre, vous avez le droit de vous confiner dans les transports en commun, dans les métros, etc. etc. Alors, ce qui est très très surprenant, c'est quand j'ai l'impression de vaudeville, je vous explique. Tout notre système politique est basé sur l'attente. On doit toujours attendre une décision qui devrait venir dans quelques mois, quelques années peut-être, mais pendant ce temps, rien de concret. Les dirigeants politiques sont incapables d'agir parce qu'ils sont incompétents. Ce n'est plus acceptable.
Donc nous l'avons eu ce vendredi 29 janvier. Les médias ont encore démontré comment fonctionne la désinformation. Ils ont bloqué leurs antennes face à un événement d'importance qui s'est révélé un ballon crevé. À 17h30, une réunion inopinée et d'urgence du Conseil de défense, qui n'est que conseil restreint des ministres, mais qui permet au président d'éviter les élus de la nation à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, pendant 3 heures. Et enfin, aucune décision n'a été prise à l'issue de ce conseil. Tout cela pour rien. Un vrai vaudeville que nous a livré Macron, alors que les médias, les macronistes, pendant toute la semaine, ont évoqué un nouveau confinement et ses possibles variantes. Ah oui, qu'est-ce que c'était? Ah oui, un confinement hybride, on en a parlé la dernière fois. Bon. Le président a décidé l'inverse en ordonnant pas de confinement. Mais alors pourquoi ce conseil a duré 3 heures? Peut-être pour faire croire au travail difficile du pouvoir face aux crises, ou parce que la décision n'aurait peut-être pas été prise unanimement. Toujours est-il que rien de nouveau n'est sorti de cette réunion, mais que, comme d'habitude, le terrain médiatique a été bien confisqué. Voilà, couvre-feu, reconfinement, vaccin, plusieurs scénarios. Mais le seul résultat, c'est que la France sera privée de liberté. Donc, ce gouvernement, déjà grandement déconsidéré par le peuple, n'a fait que confirmer son incompétence. Ou alors, on vous parle de confinement pour mieux vous préparer au futur confinement d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà. Alors, je vous ai dit la dernière fois que nous avions eu l'occasion de parler d'un commissariat où on faisait la Macarena et on avait dansé à une 50aine de personnes pour le départ d'un officier dans un autre commissariat. Eh bien, la sous-préfète dans les Ardennes, un rassemblement organisé pour fêter son départ. Bien sûr, il y a une polémique, bien sûr. 60 personnes ont pris part dans une zone particulièrement touchée par l'épidémie. Le 21 janvier, la sous-préfète des Ardennes, Mireille Igenenbeer, a fêté son pot de départ après 2 ans de service. Pour lui dire au revoir, une réception a été organisée sous forme de goûter, où il était servi champagne, mignardises et petits fours aux convives. Voilà, c'est le journal L'Ardennais qui l'a raconté le 26 janvier. Voilà. Alors évidemment, ça passe difficilement auprès des habitants, bien sûr. C'était dans la salle culturelle de la ville de Rethel. Élus, chefs d'entreprise, préfets, une 60aine, alors que même le gouvernement nous martèle que 6 est le nombre de convives maximal à respecter lors d'une réunion en famille ou entre amis. Voilà. Et en plus, la région Grand Est, où se situent les Ardennes, les chiffres sont assez alarmants. Ce n'est pas une région faible en contamination. Voilà. Donc nos élus, la préfète, ont fait la bringue. Ouais. Tenez-le pour dit. Et vous avez le droit, évidemment, de payer une amende si vous dépassez de 2 minutes le couvre-feu. Alors, Macron piège les oppositions en faisant oublier le vrai débat. La liberté de prescrire, ou pas. Que l'on confine ou pas, il y aura une progression de l'épidémie, ce qu'on appelle en forme de cloche, et 2 mois après, elle diminue, et après ça repart. Voilà. Alors, les marchands de peur crient victoire, et la suite dépendra de la nature de l'épidémie, de la saison. Le printemps revient, alors cette épidémie peut tendance à disparaître. Alors on dira, vous voyez, le confinement, ça a servi, alors que l'étude de Stanford dit que ça ne sert à rien. Tout dépend du mutant, s'il est plus faible, plus fort, voilà. Il sera gentil, comme l'été dernier, il avait diminué, pour mieux reprendre après, enfin bon. Macron a réussi à piéger ses oppositions en jouant sur les marchands de peur qui contrôlent les plateaux de télévision, voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce prolongement indéfini de l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement de prendre des décisions restreignant les libertés publiques sans l'accord du Parlement. Trop facile, hein. C'est la méthode qui a prévalu jusqu'à présent. Et justement, tout a été fait, toutes les dispositions ont été prises pour écarter donc le Parlement de la prise de décision. Voilà. Et de temps en temps, l'exécutif se retourne soudain vers lui pour faire assumer partiellement un choix extrêmement difficile aux conséquences vertigineuses, un 3e confinement. Alors là, on va lancer un truc, on va demander un petit peu l'accord du Parlement, vous voyez. Voilà. Mais on est toujours dans une logique d'instrumentalisation à outrance, voilà. Il y a une intention politique, bien entendu. Il y a un piège évident, surtout envers le Sénat. Si le Sénat dit oui, il est embarqué avec le pouvoir, avec Macron, et s'il dit non, eh ben il a une attitude irresponsable. Vous voyez, voilà.
Donc la seule solution pour le Sénat, c'est de proposer une politique alternative fondée sur la prévention, la confiance dans la nation, le respect des libertés fondamentales. Voilà. Ils ont trouvé le moyen quand même de bloquer un peu les oppositions, hein, qui perdent leur crédibilité à l'égard de ceux qui exigent le retour à la liberté de prescription pour les médecins. Hein. Marine Le Pen est présentée par la presse comme l'opposante officielle, mais on ne l'a pas trop entendue sur le sujet. Hein. Surtout les petits candidats, Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, qui sont moins dangereux pour le pouvoir. Voilà. Hein. Par contre, la droite républicaine, les LR, on n'entend rien. Hein. Voilà. Nous sommes dans un des plus grands scandales sanitaires de tous les temps. Et par lâcheté, pour ne pas être traité de complotiste, certaines personnes deviennent donc des complices. Alors, je vais vous citer un article, ça me paraît intéressant, du docteur Gérald Kierzek, urgentiste, qui a été publié dans le Figaro Vox, pour l'honneur de la médecine et la dignité des Français. Je vous cite deux petits extraits. Ce que nous dit ce docteur: ce qui m'agace, c'est le discours anxiogène permanent, laissant croire que l'hôpital ne pourra pas soigner les Français. Donnons-les plutôt les moyens à l'hôpital, plutôt que de regarder massivement des courbes d'hospitalisation monter. Idem pour les courbes de tests d'ailleurs. On gère une épidémie de courbes de tests positifs au lieu de gérer un nombre de patients. Je vous ai toujours dit, on vous annonce des tas de cas Covid qui sont des tests faux à X%, voire à 90%, mais de vrais malades. On est d'accord? Bon. Donc, voilà, ce médecin dit la même chose. Hein. On gère une courbe de tests au lieu de gérer des patients, des malades. Hein. Tous les médecins de terrain, généralistes en particulier, et des données de surveillance épidémiologique, comme le réseau Sentinelle, montrent un plateau haut de cas, mais pas de débordement justifiant une panique accentuée par des modèles mathématiques ne prenant pas en compte la contagiosité et la dangerosité en vie réelle, puisqu'elles se fondent uniquement sur le taux de reproduction et pas sur l'immunité. Et je ne parle pas des variants ou mutants qui alimentent cette peur inutilement. Oui, parce qu'en fin de compte, on est des taux de reproduction, mais dans les éprouvettes. Mais on ne joue pas sur l'immunité des personnes qui ont été en contact et qui ne vont plus choper le Covid. Hein, voilà. Le confinement est une mesure radicale et moyenâgeuse. Si vous enfermez tout le monde, vous diminuez bien sûr la transmission, mais de manière temporaire. Vous enfermez le virus au sein des familles, ce qui n'empêche pas les contaminations intrafamiliales ou dans des clusters, comme les EHPAD ou des lieux de soins, et les décès des plus fragiles. Voilà. Mais surtout au déconfinement, quand vous soulevez le couvercle, la tendance repart et sans mesure visant à évoquer... et sans mesure, si vous voulez, visant à éradiquer le virus, les épisodes de confinement, déconfinement, deviennent cycliques avec le fameux stop and go. Oui, il faut soigner. Soigner, faire de la prévention, vitamine D, etc. etc. Voilà. Et c'est très important, hein, vous voyez, ce médecin, il est logique, il n'est pas conspirateur, conspirationniste, etc. C'est logique. Hein. On ferme, on rouvre, on ferme, on rouvre. Hein. Donc, les Français se rendront compte que le confinement de l'Absurdistan ne sert à rien. Ils se souviendront d'un procureur ou d'un préfet des Ardennes qui festoie pendant qu'un restaurateur est mis en garde à vue. Hein. Demain, on jugera et les comparaisons seront déterminantes. Les historiens parleront du désastre européen en général et surtout français en particulier. Voilà. Il y a des études des pays qui sont très très peu touchés par le Covid. Hein, voilà. Et ceux qui ferment leurs frontières et surtout laissent leurs médecins prescrire avec des vieilles molécules interdites en France s'en sortent beaucoup mieux. Voilà, hein. Rappelez-vous qu'on a encore le fameux Yazdan-Pana, l'âme damnée du président Macron. Il n'a cessé de promouvoir un vrai poison, le Remdesivir, pour ne l'abandonner officiellement que le 28 janvier. Voilà, hein. Qui a saboté l'effet Discovery au moment où celui-ci commençait à prouver l'efficacité de la molécule dont il est interdit de prononcer le mot sous peine d'être banni, hein, vous savez, qui commence par un HYDROX. Voilà, hein, je ne le dirai pas, parce que sinon je vais me retrouver encore avec une censure sur YouTube. Voilà, hein, voilà. Mais on ne reviendra jamais, on ne voudra jamais reconnaître cet tort. Mais bien sûr, il faudra quand même laisser des médecins volontaires prescrire à des patients volontaires des molécules inoffensives et efficaces, un antibiotique, l'azithromycine, et on parle actuellement d'une autre molécule qui
qui est relativement bon marché aussi, qui s'appelle l'ivermectine. Voilà. Hein. Cessez d'emmerder les Français, laissez les médecins les soigner tout simplement. Hein. La couverture vaccinale, même pour les plus fragiles, n'est plus possible. Le confinement sans les soins ne sert à rien. Nous sommes d'accord. Excusez-moi. Donc, je vais vous poser 15 secondes et je vais revenir sur un sujet plus délicat au niveau de l'identité et du niqab. Je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà. Vous voyez, j'ai mis une tenue bleu ciel. Hein, ça se voit. Vous la voyez bien, d'accord ? Voilà. C'est à titre de solidarité pour imager le propos que je vais tenir d'ici 2 minutes. Vous allez comprendre tout de suite. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que je crois que c'est aujourd'hui, c'est la journée du niqab. Hier, devant la Tour Eiffel, des Français se sont réunis, le collectif Némésis, qui mène une action non à l'hijab Day et l'islamisation. Ça s'est passé au Trocadéro. Donc, Alice, la présidente du groupe, a été interpellée par la police, évidemment. Donc, bravo à ces femmes courageuses de dénoncer le forcing des islamistes pour le port de ce voile. Elles se font contrôler alors que nos forces de l'ordre ont interdiction d'effectuer des contrôles sur les femmes dans la rue qui le portent. Hein. C'est bizarre, en France, on manque vraiment de courage et on s'en prend aux personnes qui veulent défendre la laïcité et la vie à la française et on ne fait rien contre ceux qui, justement, prônent le séparatiste. Donc, je vous mettrai 1 ou 2 images en fin de vidéo pour que vous puissiez bien visualiser les éléments. Maintenant, je vais vous parler d'un groupement. Je ne peux pas dire son nom, c'est un peu compliqué. Ce sont des gens qui sont tout le temps en bleu ciel et qui font des opérations pour dire respecter les frontières, pas d'immigration sauvage. Et ça commence par un G, et le deuxième nom, c'est I. Oui, mais je ne peux pas... Ça s'appelle Génération I. Hein? Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on prononce ce mot, vos publications Facebook ou YouTube sont censurées. Et oui, c'est ça. C'est pas de l'appel à la haine, c'est simplement évoquer un nom. Mais je peux vous dire que j'ai déjà donné, donc voilà. Hein. Donc réfléchissez. Voilà. Donc c'est une véritable cabale qui fera actuellement donc ce groupement. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, montre les muscles suite au buzz suscité dans l'émission de Cyril Hanouna. Donc c'est dire le niveau intellectuel des gens qui nous gouvernent. On veut en finir avec les enfants de la bête immonde. Ah ouais, il y a le fascisme, franchement. Hein, voilà. Donc on a vu une tête d'affiche, une porte-parole de ce groupement, hein, la blonde et ravissante Thaïs Destuffon, dans Balance ton poste, qui nous expliquait qu'effectivement, il y avait quand même 400 000 entrées de migrants en France, au moins en 2019. Et voilà. Et donc Darmanin veut dissoudre l'organisation. Le crime de ces jeunes gens, depuis des années, avoir mené des actions non violentes, symboliques, à Poitiers, dans les Alpes, en mer, dans toute l'Europe, puisque le mouvement est européen, pour dénoncer à la fois l'islamisation du continent et les conséquences d'une immigration massive qui est une menace pour la civilisation européenne. Qui, honnêtement, peut dire qu'il n'y a aucun problème d'islamisation en Europe depuis 30 ou 40 ans. Samuel Paty, ça ne vous dit rien. Rappelez-vous les milliers de détenteurs de papiers d'identité européens qui sont partis se battre pour l'État islamique en Syrie. Hein, et le Bataclan, et Nice, et le métro Saint-Michel, Londres, Madrid, tous les autres attentats qui ont ensanglanté l'Europe, pas au nom du bouddhisme, mais bien au nom de l'islam. Après, le vrai, l'islam, l'islamisme, enfin, bon. Est-ce que il y a 40 ou 50 ans, on pouvait évoquer le problème du voile dans les écoles d'Europe? Non, ce n'était pas d'actualité. Pourtant, on avait déjà des migrants de confession musulmane. Ça ne posait pas de problème. Et tous ces gens se sont radicalisés. Voilà. Est-ce qu'on a demandé à l'époque quel menu devaient manger les enfants à la cantine scolaire? Est-ce qu'on s'interrogeait pour savoir si tel ou tel
dans tel livre, telle image pouvait choquer une communauté religieuse? Est-ce qu'on trafiquait l'enseignement de notre histoire pour ne pas heurter certaines sensibilités? Est-ce qu'on était toujours dans cette repentance? Voilà. Hein. Mais qui se moque-t-on? Gérald Darmanin en tête veut s'en prendre à une jeunesse qui ne fait que constater les capitulations des gouvernements et des générations successives qui ont laissé l'Europe devenir aujourd'hui une poudrière multiethnique, multiconfessionnelle, sur le point d'exploser. Quand on parle d'une libanisation de la France et des quartiers, c'est ça. Voilà. Pourquoi ceux qui nous dirigent ne font-ils pas semblant plutôt, je dis, ils font semblant de ne pas voir que les métropoles sont devenues des mouroirs dans lesquels, d'un côté, les riches prospèrent, tandis que de l'autre, il y a des ghettos ethniques qui se développent de façon exponentielle. Pourquoi refuse-t-il d'admettre que la composition ethnique de la population change progressivement, alors qu'il ne cesse d'ailleurs de vanter l'apport fantastique que constituerait la diversité? Pourquoi refuse-t-il d'ouvrir les yeux sur les composantes de la délinquance qui explose dans tout le pays? Sur qui dans les prisons françaises majoritairement? Vous le savez très bien, vous comme moi. Depuis des années, nos dirigeants n'ont eu cesse de piétiner la démocratie pour empêcher toute représentativité à un parti qui entendait faire de ces questions des sujets prioritaires. C'était tabou de parler d'immigration. Mais par contre, ce parti est porté quand même par une population grandissante et de plus en plus inquiète du devenir de ce pays, de ce continent. Depuis des décennies, ils ont tout fait pour faire taire toute voix qui puisse expliquer que ni immigration ni islamisation sont des fatalités. Il y avait une vie avant l'immigration africaine ou asiatique en France et en Europe, et il y en aura une sans doute après. Voilà. On a fait des lois pour empêcher tout débat politique sérieux sur la question et pour mettre en prison ou hors de circuit ceux qui s'affirment trop. Dès qu'on veut commencer à parler, on est censuré, on ne peut pas donner des chiffres. Voilà. Hein. Et puis quand les lois françaises ne suffisent plus, ben c'est l'Union européenne et ses institutions absolument pas démocratiques qui entendent dicter au peuple, alors nous devons accueillir, nous devons verser des impôts, des charges, des taxes et variées, etc., etc., etc. Voilà. Hein. Donc on veut interdire un mouvement reconnaissable à sa tenue bleu ciel, qui jamais condamné simplement, pas pour des actes délictueux, hein, simplement pour une représentation physique, pour dire une volonté de ne pas vouloir avoir une submersion et un grand remplacement, si on peut dire. Voilà. Hein. Donc on a plein d'instances gouvernementales qui capitulent face à des associations qui n'ont souvent aucune légitimité populaire, alors que les idées de ce groupement, Génération, vous avez compris, sont quand même au deuxième tour, avec le Rassemblement national, au deuxième tour des élections présidentielles. Donc, ce sont des idées, l'intégrité, la souveraineté, le refus de la subversion migratoire, ce sont des idées qui préoccupent quand même une bonne majorité des Français. Et bien, un groupement qui revendique ces idées n'a pas le droit d'exister et de se manifester pacifiquement en mettant des bannières, hein, et voilà. Hein. Donc, non, ce groupement, cette organisation ne doit pas être dissoute. Le rôle n'est pas de dissoudre des organisations pour satisfaire votre électorat, mais d'assurer la sécurité des Français. Mais je pense que Darmanin dissout 2 associations musulmanes, un peu intégristes sur les bords, voire même beaucoup, et donc il veut faire un coup à droite, voilà, pour montrer qu'il prend en compte les considérations de tout le monde. Hein, voilà. Mais enfin, ces gens-là ne défendent absolument pas les idées, les valeurs républicaines. Hein, voilà. Hein.
Jamais, jamais nous n'avons eu de sécurité en France, jamais nous n'avons autant couru le risque de prendre un coup de couteau dans le ventre ou des coups pour une cigarette refusée. Jamais nos filles, nos femmes n'ont eu à prendre autant de précautions aux arrêts des bus. D'ailleurs, on a été obligé de faire des arrêts de bus à la demande pour sortir le soir dans les rues des villes. Voilà, surtout dans les villes où vous avez les amis politiques du gouvernement. Hein. Voilà, vous n'avez que le mot République et vivre ensemble à la bouche pour mieux masquer l'incapacité des forces de l'ordre à protéger en premier lieu les concitoyens les plus faibles, les plus exposés face à des hordes de nouveaux barbares. Des barbares qui, dans leur attitude quotidienne, sont la preuve de l'échec à la fois de la politique éducative suicidaire qui sévit en France depuis trop longtemps, mais aussi de la politique d'immigration qui a échoué, parce qu'il est impossible d'intégrer des individus. On ne peut pas intégrer des communautés nombreuses et fertiles à une communauté historique déjà installée. Voyez, je veux dire, quand il y a trop de personnes, on ne peut pas les intégrer parce qu'ils se développent séparément. Hein, c'est ce qu'on appelle le séparatisme. Voilà. Hein. Donc, ces jeunes de ce groupement, on va dire identitaire, ne méritent pas la dissolution. Ils méritaient, même en d'autres circonstances, la Légion d'honneur, la vraie, pas celle que l'on attribue aux copains et aux coquins, bien entendu. Hein. Ces jeunes sont des dignes fils et filles d'une civilisation qui refuse de mourir, quand bien même elle a été abandonnée et même trahie en son sein par les générations précédentes qui ont été égoïstes. Voilà. Hein, mais si M. Darmanin continue de dissoudre cette association, il ne pourra pas dissoudre les personnes, les idées, les hommes qui la composent. Hein. Voilà. Il y a des jeunes qui veulent défendre le pays hors des frontières, ou d'autres qui veulent servir. Et voilà, ce sont aussi des personnes que vous retrouvez à l'hôpital, qui travaillent dans nos usines françaises, mais qui veulent garder leur pays, leur patrie, leur souveraineté. Voilà. Hein. Donc les idées de ce groupement, c'est eux, c'est nous, c'est nous tous. Quand on veut affirmer notre patriotisme, tout simplement. Hein, voilà. Donc, Monsieur Darmanin, vous pouvez dissoudre toutes les associations que vous voulez. Vous n'empêchez jamais des millions d'Européens et de Français de vouloir se lever pour offrir une Europe et une France libre, européenne, apaisée à ses enfants, apporter une sécurité sans craindre des hordes de sauvages qui viennent vous agresser. Voilà. Hein. Il y a de graves problèmes et on va droit dans le mur, c'est tout. Hein. C'est comme ça. C'est une constatation. Moi, je respecte toute personne qui me respecte, mais à un moment, vous avez un phénomène de bande, de communautarisme qui fait que ça déborde et on s'en prend aux méchants blancs qui doit toujours être dans la repentance, voilà, d'un passé colonial et encore. Voilà. Sur ce, donc, bon courage aux personnes qui portent du bleu ciel et qui revendiquent leur identité française, et puis en espérant qu'on puisse inverser la situation. Sur ce, ça me tenait à cœur donc de parler des femmes qui ont manifesté pour le hijab, parce que vous savez que dans certaines écoles, des Françaises bien de chez nous mettent le hijab en solidarité avec les femmes qui sont obligées de le porter dans les pays. Alors c'est très bizarre, est-ce que en Iran ou dans d'autres pays ou en Arabie Saoudite on manifestait pour ne plus le porter, hein, les femmes qui sont prisonnières de ça, et en France vous en avez certaines qui justement revendiquent le droit d'avoir à le porter. Et d'ailleurs, il y en a plus à le porter parfois dans nos banlieues françaises pour bien se montrer, pour montrer qu'elles ne sont pas des salopes. Et alors que vous allez dans des grandes métropoles du Maghreb, Alger, Rabat, etc., vous avez relativement peu de personnes qui portent cette tenue intégriste, et voilà, hein, qui est quand même représentatif d'un islam pur et dur. Moi, les gens qui pratiquent leur religion tranquillement chez eux, bien leur face, mais vouloir afficher ce séparatisme dans mon pays,
eh ben, s'ils veulent afficher leur foi, leur religion, qu'ils aillent l'afficher dans un pays musulman de culture. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais en France, comme je le dis souvent, on vit à la française, on essaye de s'adapter pour avoir le beurre, l'argent du beurre. On est d'accord? Voilà. Je vous remercie, longue vie à la France, et puis merci en tous les cas de partager, parce qu'il me reste encore 28 jours de censure Facebook, et rebelote, je suis reparti, je sais. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt, je vous salue, je vous embrasse, et soyez prudents, et éteignez vos télés, tiens. Ou alors mettez-vous sur CNews. On est d'accord? Merci, à très bientôt, au revoir.